Bonsoir. Merci de prendre place. Merci de prendre place rapidement. On a un programme très très chargé. On a un gros programme ce soir, très sympathique. Avant tout, merci à vous tous de vous être donné la peine d'assister à notre grand gala. Merci d'avoir bravé le vent, la pluie. Razak ou Barour. Sans plus tarder, avant de passer la parole au Rav Zizek, je vous demande de tous vous asseoir, s'il vous plaît. Où est-ce que Johan? Qui c'est qui n'est pas assis? Messieurs, regardez les numéros des tables. On a un gros programme avec des originalités cette année. On va passer une excellente soirée. On s'est tous retrouvés une année de plus encore. C'est extraordinaire, comme une grande famille. Les enfants, les parents, les grands-parents, d'année en année. Bien, bonsoir les amis, à notre réunion annuelle. On a dit c'est notre gala annuel. En vérité, vous êtes hyper gentils parce que vous avez bien remarqué que c'était 10 mois juste après le gala précédent. Donc ce n'est pas 12 mois, mais 10 mois. Et vous êtes quand même là. Donc vous êtes merveilleux. Alors regardez, il y a énormément de choses à faire ce soir. J'aimerais remercier chacun et chacune d'entre vous d'être là, de votre amitié, de votre fidélité. Maintenant, j'aimerais remercier d'abord tous les enseignants de la Yeshiva et aussi l'équipe de l'association de la Yeshiva, en particulier Yohan Attal qui est le président. Alors, j'aimerais dire aussi que maintenant, ça fait 12 mois que notre ami Marc Veil n'est plus parmi nous, mais il était extrêmement enthousiaste dans le projet de l'aménagement de la Yeshiva rue Vitruve. Et il a félicité Yohan Attal parce que lorsque Marc était président, on n'avait pas réussi à trouver un endroit autonome, vaste. Et Yohan a eu la gentillesse de nous suivre dans ce délire d'aménager ce local que plusieurs d'entre vous connaissez, qui est vraiment magnifique. J'aimerais aussi remercier mon épouse qui se défonce dans la réflexion. C'est la conseillère du Rav. Voilà. Aussi, Yehuda Amar, qui s'occupe de tout ce qui est financier, organisationnel. Et c'est grâce à Yehuda que cette soirée est possible. On applaudit, là. Aussi, Meir Amar, qui est vraiment... On travaille en binôme au quotidien, ainsi que toutes les personnes de l'association. Et des gens qui disent ça y est, maintenant on va passer la main, mais quand même ils sont avec nous et ils se sont défoncés pour que cette soirée soit possible. Je parle en particulier de Avi Bibas et de Vincent Guinard-Samuel. Alors vous savez, moi j'aime bien faire des veillées d'études, mais ce n'est pas le sujet ce soir. Je vais essayer d'expliquer en quelques mots c'est quoi le projet de la Yeshiva. Dans Parashat Vaïgash, donc il y a quelques semaines, il y a un verset qui pour moi synthétise l'aventure de la Yeshiva des étudiants. Pendant 22 ans,
Yosef avait disparu de la circulation. Ses frères et son père ne savaient pas du tout qu'est-ce qu'il était devenu. Et avec l'histoire de la famine, ils sont allés en Égypte. Et le projet de Yosef était que les fils de Léa se solidarisent pour les enfants de Rachel, les enfants de Rachel. Et à un moment, quand il a vu Yosef, qui a manipulé ses frères pendant des mois, a été cruel avec ses frères, parce qu'il voulait voir est-ce qu'ils étaient capables de se solidariser pour Binyamin, pour Benjamin. Quand il a vu ça, le verset dit Velo yachol Yosef litapek lechol adisaviv alav. Yosef ne pouvait pas se retenir en face de tous ceux qui étaient en face de lui. Vaikra otziu kol ish me'alai. Il a dit que tout le monde sorte. Velo amad ish ito bidvada Yosef elechav. Et personne ne restait quand Yosef s'est révélé à ses frères. Il faut savoir, pendant 22 ans, ils ne savaient pas qu'est-ce que leur frère était devenu. Vaïten et kolo bibri, vaishmu mitzrayim, vaishma bet paro. Yosef a levé la voix dans le pleur, il a pleuré. Et les Égyptiens ont entendu ainsi que la maison de Pharaon. On vient de dire dans le verset d'avant que tous les Égyptiens étaient sortis, mais il a tellement hurlé de pleurs que ça s'est entendu à l'extérieur. Yomer Yosef elechav ani Yosef. Yosef a dit à ses frères, je suis Joseph. Alors, le Maral de Prague, dans le Netzar Israël, que nous avons étudié il y a quelques années, en particulier avec Philippe Pérez, je pense que Vincent et David Sedbon étaient... Tu étais dans le Netzar Israël? David Sedbon était à l'époque avec nous, je pense. Et le Maral dans le Netzar Israël dit, rapporte un midrash, que ce pleur est un pleur prophétique qui préfigure le retour des exilés avec l'époque du Mashiach. En quoi c'est un pleur qui préfigure les temps futurs? Alors le Maral dit qu'il y a des pans entiers du peuple juif qui disparaissent du peuple juif. Des pans entiers du peuple juif qui sont déconnectés du peuple juif. Comme Yosef, pendant 22 ans, était déconnecté du peuple juif. On ne fait pas du pile-poule, on peut faire beaucoup de pile-poule, mais il était déconnecté du peuple juif. Quand il a vu ses frères, alors il a fait le dur. C'était un homme politique, il sait faire la comédie, et il était dur. Pendant des mois, il a été dur. Mais au moment où ça n'avait plus de sens d'être dur, il a explosé de pleurs. Les sages disent, ici, c'est une anomalie, parce que normalement, quand je vois quelqu'un que je n'ai pas vu depuis des années, je tombe dans ses bras, et ensuite je pleure. Oh là, c'est le contraire, il a pleuré, et après, il est tombé dans les bras. Pourquoi il a pleuré? Le Maral n'explique pas. Mais, personnellement, j'explique comme ça. On dit Yosef le tzaddik. Yosef le tzaddik. Yosef le tzaddik. Donc, qu'est-ce que tu n'étais pas déconnecté? Il était toujours juif. Mais nous, on est déconnecté de qu'est-ce que c'est être juif. Qu'est-ce que c'est être juif? Être juif, c'est pas forcément avoir une panoplie de juifs. C'est pas forcément avoir le chapeau d'orthodoxe. Être juif, il a vu ses frères. Il a vu qu'est-ce que c'est être juif. Il a vu ses frères, lui, il a vu ses frères. Il croyait qu'il resterait toujours dans un monde complètement déconnecté, un monde égyptien, un monde technocrate, un monde Elon Musk, un monde où on valorise des choses complètement n'importe quoi, un monde où son intériorité n'existe pas. Quand il a vu ses frères, il a hurlé d'émotion, hurlé qu'il s'est retrouvé lui-même. Il s'est retrouvé lui-même. Et le Midrash dit, se pleurent les 10 tribus perdues quand elles retrouveront le peuple juif.
Elles se reconnecteront. C'est avec ce pleur qu'elles consoleront le peuple juif. Et ça, pour moi, c'est ça la yeshiva. La yeshiva, j'aimerais que lorsqu'on arrive dans cet endroit, c'est pas qu'on se reconnecte avec la Torah. On se reconnecte avec nous-mêmes. On se reconnecte avec qui on est. On croyait que ce serait perdu. Je termine là-dessus. Pratiquement tous, vous me connaissez, que j'ai été élevé dans un milieu, mes parents, ils étaient adorables, c'était des juifs polonais, mais ils ne connaissaient pas la tradition juive véritablement. Le Talmud, ils ne savaient pas qu'est-ce que c'est du tout. Okay. Lorsque j'étudie, depuis quelque temps, des années, je n'avais pas de bureau, et bon, depuis qu'on habite dans notre petite maison, que j'ai un bureau, je suis là, j'écris beaucoup, je suis avec mon ordinateur, avec un logiciel qui s'appelle Otsar HaChokhma, je découvre des livres d'études de Torah. Et très souvent, je chiale. Je ne savais pas que je pourrais me reconnecter à ça. Je ne savais pas que je pourrais me reconnecter. Et ça, je suis submergé d'émotions. J'aimerais que lorsqu'on arrive à l'Yeshiva des étudiants, on s'assied, chacun et chacune prenne un livre et retrouve, pas la Torah, retrouve chacun et chacune son intériorité. C'est ça le projet de la Yeshiva. Écoutez, mes chers amis, c'est difficile d'enchaîner après une telle émotion. Et au fond, la seule façon de pouvoir s'extraire de cette émotion qui était personnelle mais que nous partageons tous et toutes, c'est de considérer que oui, cher Rav Zizek, vous avez à la fois retrouvé le chemin de connexion des Juifs entre eux, qui passe par cette capacité à se prendre dans les bras, comme on le verra avec Joseph et Benjamin, qui vont chacun pleurer sur les malheurs de l'autre. Joseph va pleurer sur les 2 temples qui seront dans l'espace de Benjamin, et il pleure pour ce futur qui n'est même pas encore advenu. Le temple n'est pas construit, il pleure déjà sur ce qui sera détruit, et Benjamin pleure sur le temple de Shiloh qui sera dans l'espace de Joseph. Au fond, c'est ça être juif. Je me rappellerai toujours ce que vous avez dit, le grand Massi Truc, qui nous avait raconté une histoire merveilleuse, qui m'a tellement bouleversé que j'ai trouvé comment l'illustrer avec une photo. Il m'avait raconté cette histoire assez étonnante de la conquête de Jérusalem par l'armée israélienne en 67, où les soldats vont vraiment au couteau. C'est vraiment des combats très violents pour arriver au mur. Le mur, c'est pas comme on le voit maintenant, c'était peut-être 1,50 m de large, mais le mur. Et ils arrivent, il se trouve que c'est une unité religieuse qui arrive les premiers au mur. Et ils se mettent tous à toucher le mur, à prier, à pleurer. Il y avait dans cette unité quelqu'un absolument détaché de la religion, comme seuls les Israéliens savent l'être. C'est pas anti-religieux, c'est au-delà de toute pensée religieuse. Et lui, il se met au fond à fumer pendant que les autres prient et pleurent en touchant le mur. Et brusquement, il se met à pleurer. Alors ses camarades lui disent « Mais que ça peut te foutre. Ce sont des pierres pour toi, il n'y a rien de religieux, pourquoi tu pleures ?» Il dit « Non, je pleure parce que je ne comprends pas pourquoi vous pleurez. » Et au fond, ton émotion, si on ne la vit pas, chacun, chacune, à notre façon, on ne va pas comprendre ce qui se passe dans ta yeshiva. Moi, j'ai eu le grand privilège, vraiment, de voir avant, après. Et c'est ce que j'ai fait. Quand le grand Massi Truc m'a raconté cette histoire, vous savez, il y a une photo très célèbre, on voit 3 soldats devant le mur. Et il se trouve que la même photo a été prise 40 ans plus tard. J'ai fait un montage des 2 photos que j'ai vues un jour, et j'ai gardé cette photo. Parce que si on est capable toute sa vie d'avoir la même émotion, alors c'est comme si on était toujours un enfant et qu'on était toujours capable de s'émerveiller des choses qu'on vit. J'ai vu le local, dès que vous l'avez pris,
Et je l'ai vu récemment parce que tu m'as fait l'honneur de m'inviter à un débat avec des jeunes. Je crois que c'est le seul espace dans le monde des yeshivot qui est complètement ouvert sur l'extérieur et en particulier sur les mouvements de jeunes et sur les écoles. Si je vous dis ça, ce n'est pas une nouveauté. C'est que le débat dans le Talmud entre Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azaria, c'est ce débat. Rabban Gamliel dirait « Il ne faut dans une yeshiva que des élèves Toho Kebaro », l'intérieur comme l'extérieur, le top du top, point. Fermé parce qu'il ne faut aucune influence extérieure. Et Rabbi Elazar ben Gérard, enfin Rabbi Gérard ben Azaria, parce que je t'ai trouvé un peu dur avec ton père, parce que moi j'ai connu ton père, et à sa façon, il était très juif. Donc je t'interdis de dire quoi que ce soit contre ton papa, que j'aimais beaucoup, qui en plus, il était à Lyon, et moi je suis né à Lyon. Donc ne dis jamais un mot malencontreux contre tes parents, et ton père en particulier. Et Rabbi Elazar ben Azaria dit non. Je veux ouvrir l'étude à tout le monde, et lorsque Bo Bayom, le jour où il prend la maison d'études, il ouvre à tout le monde, il installe 700 bancs, il fait ce que tu fais, c'est-à-dire il fait étudier les jeunes de l'UEJF qui débattent avec leur position, et d'autres jeunes, les écoles. En fait, il casse, il brise les silos dans lesquels certains voudraient enfermer la Torah. Et je vous assure que c'est le problème majeur de la société. Nous sommes tous dans des silos, il faut être capable d'ouvrir et de faire en sorte d'échanger et de faire ce qui est arrivé ce jour-là dans la yeshiva de Rabbi Elazar ben Azaria. Ce jour-là, Bo Bayom, toutes les questions qui étaient en suspens ont trouvé une solution. Toutes. Pourquoi ? Parce qu'on a utilisé un mécanisme extraordinaire que tu fais vivre qui s'appelle l'intelligence collective. Parce que quand on parle du monde, on parle à des enseignants qui connaissent le monde, qui ne sont pas en dehors du monde. Parce que quand moi j'ai des amis à envoyer étudier, je les envoie chez toi et je suis très heureux, très touché de les voir ici aujourd'hui. Et je pense que non seulement c'est un lieu unique, mais on pourrait dire c'est un lieu unique, alors c'est un lieu unique. Non, c'est un lieu nécessaire. Et je voudrais juste faire un petit commentaire. J'aurais pu continuer le tien parce que, au fond, à sa façon, Joseph est toujours resté connecté en réalité avec le peuple juif parce qu'il est resté connecté à la Torah. C'est la première chose qu'il énonce à son père. Il lui envoie à Galote, sous-entendu des chariots, mais ces chariots symbolisent aussi la génisse qui était abattue dans Egla Haroufa, pour dire à son père, papa, le dernier passage de la Gemara que nous étudions ensemble, c'était celui-ci, j'ai continué à étudier, je suis le même Joseph. Donc, au fond, je suis resté connecté par l'intermédiaire de ce que je vivais. C'est ce que j'ai vécu dans ma prime jeunesse. J'étais à l'Yeshiva en Alsace, je m'en suis à peu près bien sorti. Donc j'étais à l'étranger, enfin c'était pas la France, c'était pas la France de l'intérieur, et un rave me dit à ce moment-là, je me rappelle juste avant qu'on reparte chez nous, je sais plus à quelle occasion, attention, vous arrivez à Paris, c'est terrible, c'est terrible. Et je lui dis, je vois pas les choses comme ça. Il faut imaginer, j'avais 13 ans et je tenais tête il s'appelait à son âme, il s'appelait Rav Morali, un homme formidable. Et je lui explique que la veille, je me suis fait un thé. Alors, vous ne connaissez pas ça. Les thés, ça se faisait en trempant une résistance dans de l'eau chaude et l'eau bouillait. Et je lui dis, c'est vrai que si on trempe, parce qu'il nous avait dit, si vous êtes plein de Torah, bouillant de Torah, on vous trempe dans l'eau froide, vous allez refroidir et vous n'allez pas réchauffer l'eau. Je lui dis, j'ai fait exactement l'inverse hier soir. J'ai mis une barre bouillante dans de l'eau et j'ai réchauffé l'eau. Pourquoi ? Parce qu'elle était branchée au courant. Autrement dit, si on reste branché à la Torah, ce que tu offres dans cette yeshiva, alors on est toujours à la fois connecté au peuple juif et on est capable d'entraîner les autres. Et en conclusion, regardez ce micro-commentaire que je voudrais partager avec vous. Moïse est bègue. Et il se plaint toute la journée qu'il n'arrive pas à parler. Ou qui harale ses fataïm, je suis lourd des lèvres, j'arrive pas à parler. Pourquoi Dieu ne lui fait pas un miracle et il parle comme un grand tribun et il a plus son bégaiement ? C'est une question. Nachmanide répond 2 choses formidables. La première, il n'a pas demandé. C'est idiot, hein ? Il n'a pas demandé. Il aurait demandé, il aurait eu. Il n'a pas demandé, il n'a pas eu. Voilà. Il faut oser demander les choses. Et c'est ta force que dans son enseignement qui t'apprend la modestie, tu trouves le courage, peut-être c'est ta coach qui t'y pousse, tu trouves le courage de demander. Oui,
il faut demander, et je m'associe à ta demande, il faut demander pour aider ce projet de cette yeshiva, qui n'est déjà plus un projet, qui est une réalité. Il faut demander et Dieu va nous exaucer à travers vous. La deuxième réponse que donne Nachmanide, c'est, au fond, pourquoi il est bègue? Parce qu'il y a eu un miracle, il a pris le charbon ardent plutôt que l'or. Et il a besoin de se rappeler ce miracle en permanence, comme nous avons besoin toujours de nous rappeler les miracles. Et moi je dis que de faire venir des gens qui sont parfois très éloignés et de les reconnecter à ce qu'ils sont, ça c'est un miracle. Et nous devons nous rappeler que tu nous offres à toute la communauté ce miracle, d'avoir un lieu où on discute, où on débat, un lieu où, presque à l'inverse de ce que dirait Claude Rivlin, paix à son âme, et Chaver Avram Yitzhak Ben Arieleb, que non pas il faut comprendre pour transmettre, mais que chez toi, il faut transmettre et que c'est la plus belle des façons de comprendre. Si on transmet, y compris les questions qu'on se pose, alors on comprend qu'on a quelque chose à travailler, quelque chose à construire, et c'est ce que tu nous donnes tous la possibilité de faire. Moi, je t'aide à ma modeste façon, et je n'ai pas dit mon dernier mot, mais je sais que tous nos amis ici te permettront de réaliser la suite de cette yeshiva et de lui permettre de vivre, de continuer à transmettre pour comprendre. Chazak u'Baruch. Alors, je suis très impressionné parce que les discours que je viens d'entendre sont profonds et je voudrais vous parler de quelque chose qui me touche aussi profondément, qui est justement qu'est-ce que la réalité? Dure question. Maîtrisez-vous votre réalité? C'est le challenge que je vais vous proposer aujourd'hui. Maîtrisons-nous notre réalité? Et donc, qu'est-ce que la réalité? La réalité, c'est un agencement de perception. Nous sommes des êtres sensibles, sensoriels. Nous percevons le monde par nos sens de façon extrêmement basique. Mais sur ces sens se greffent des émotions. Et de nos émotions sont issues nos décisions. De nos décisions dépendent nos choix. Et nous ne sommes et nous ne devenons que la conséquence de nos choix. Et nos choix mis bout à bout écrivent notre destin. Voilà où je vais aller ce soir. Et là, j'ai perdu la moitié de la salle. Cependant, ce que je voudrais vous montrer, c'est que cette réalité qui est subjective, elle est dans nos écrans, elle est dans les journaux. Regardez ce qu'il y a dans Le Monde il y a quelques jours. À gauche, le retour du duel Hollande-Mélenchon. Super. À Paris, des nuisances sonores en pleine mutation. L'Ukraine s'imbibe dans les élections allemandes. Macron se réapproprie la scène internationale, etc., etc. Que sont ces informations, sinon ce ne sont que de bribes d'informations, des perceptions, des jugements, des façons unilatérales de voir le monde. Et si nous nous amusions à déconstruire cette réalité, qui n'est que fragment, qui n'est qu'interprétation. Je vais récupérer le petit morceau qui est mort parce que j'en vais avoir besoin dans quelques instants. Sinon, la scène ne sera pas complète. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment ce que la réalité est et comment elle est décrite aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est de reprendre cette liberté de choisir ce que nous percevons de cette réalité de façon à la recomposer à notre guise. Il faut que j'approche le micro? Très bien. Alors, maintenant que j'ai votre attention, on va parler de choses beaucoup plus sérieuses, on va parler d'argent. Et pour la démonstration suivante, je vais avoir besoin d'un billet de banque que je vais emprunter. Je sais que le monde se digitalise, on paye par sans contact, mais j'aurai besoin d'un billet pour deux raisons. Parce qu'il est vrai, et parce qu'il est réel, parce qu'il est tangible, et parce que je voudrais opérer sur ce billet un changement de perception et de réalité. Et là, les regards se baissent. Mais j'ai vraiment besoin d'un billet de banque. Je prends n'importe quelle devise, même étrangère. Vous avez, c'est combien, monsieur? C'est combien? 50, c'est bien. Je prends. Quelqu'un a plus? Non. Je pratique cet effet. Vous allez rester avec moi. Votre prénom? Dan. Restez avec moi, Dan. Vous allez être les yeux du public, vous allez être juste à côté de moi, donc rapprochez-vous un petit peu.
Très bien. Dan, je vais vous le rendre tel quel. Êtes-vous d'accord? Oui? Je n'ai pas l'abîmer, ni le brûler, ni le déchirer. Ah si, c'est grave. Si, c'est grave. Ça représente une certaine somme de travail, ça représente du temps investi. C'est une façon de voir l'argent sous cette réalité, mais je vais le plier. Et là, vous voyez à l'intérieur de mes mains, entre mes doigts dans ma paume, vous voyez aussi le fait que mes manches soient foncièrement retroussées. Très bien. J'ai envie d'opérer un changement de réalité, et ce que vous allez voir est peut-être totalement subjectif, mais il va paraître totalement réel. Je ne vais pas complètement le cacher ou le recouvrir, il va rester très très près de vos yeux. Et je vais plier une dernière fois, il est tout à fait neuf. Il n'a pas quitté vos yeux, et pourtant il va commencer à légèrement changer de couleur, n'est-ce pas? Oui. Les manches n'ont pas bougé, les doigts sont toujours bien visibles, et là, sous vos yeux, votre billet de 50 est devenu un billet de 200. Oui? Et bizarrement, les portefeuilles s'ouvrent et le monde digital disparaît. Alors, restez à côté de moi, s'il vous plaît. Voulez-vous bien venir à côté de moi, s'il vous plaît, monsieur? Oui. Vous allez être le témoin oculaire parce que je voudrais renforcer cette illusion en lui imposant des conditions. Il me semble que l'illusion existe, puisque je viens de vous le prouver, mais nous sommes en proie à de nombreuses illusions dans notre vie, nous aussi, et je pense que la seule façon de contrecarrer cette illusion, pratiquée de façon assez forcenée par les hommes politiques, est de reprendre cette liberté de choix et de choisir ce que nous percevons de cette réalité. Alors, le choix que je vous impose, c'est de regarder bien encore entre mes doigts dans ma paume, ici, et en plus, vous allez tenir ma manche, pour être sûr qu'elle ne rentre pas en ligne de compte. Vous me serrez très fort, mais c'est très bien. Allez-y par ici, tenez bien la manche. Donc votre mission à chacun, c'est que là vous êtes à ma droite, vous allez regarder dans ma main gauche, entre mes doigts dans la paume, vous êtes à ma gauche, entre les doigts et dans la paume. Je vais aller très doucement. C'est une métaphore, mais si ce que nous voyons tous les jours, si ce pourquoi nous nous battons tous les jours n'était qu'une illusion. Car tout ce qui compte, c'est de ne pas jeter de la poudre aux yeux, mais de tenir la promesse que l'on tient, c'est d'être honnête et de vous rendre votre dû, de ne pas abîmer votre billet de 50 et de vous le rendre tel quel. Je sais que vous préfériez l'autre, mais c'est ça. Je ne suis pas un escroc. Voilà. J'aimerais, mais c'est pas mon métier. Merci. Alors, je vais vous demander de participer avec moi. Est-ce qu'il y a un micro-main quelque part? Ouais. Il est là, très bien. Dans le monde dans lequel on évolue, je parle de perception. Et là, je vais sortir un petit peu ma science. J'aime bien les neurosciences. Elles nous renseignent sur le fonctionnement du cerveau. Vous avez parlé d'émotion. Et en parlant d'émotion, vous êtes rentré dans l'émotion. En étant dans l'émotion, vous avez communiqué l'émotion. Et vous avez changé l'état émotionnel de la salle pour créer de l'attention. L'émotion, c'est une arme redoutable. C'est ce pourquoi nous vibrons, ce pourquoi nous vivons. Et l'émotion dépend aussi de la façon dont on se comporte et encore une fois de la liberté de choix que l'on s'impose dans la façon dont on voit les choses. Que lisez-vous sur la première ligne? Je vous laisse le micro. Simplicité. Très bien. Deuxième page. Disponibilité, oui. Honnêteté. Ok. Quatrième, il y en a 80. Proactivité. Ok, je vais aller ici. Je laisse le micro plus près du menton, si vous voulez. Je vais aller un peu plus vite, je vais les passer une par une. Vous voyez quoi ici? Satisfaction. Ok. Rassurer. Rassuré, oui. Attention. Oui. Accompagner. Oui. Détail. Oui. Transparence. Ok. Innovation. Très bien. Émotion. Ok. S'adapter. Proximité. Si je flique comme ça toutes les pages, si je les flippe comme ça une par une, vous voyez les mots changer à chaque fois, n'est-ce pas? Oui. Tous les mots sont différents? J'ai besoin d'un oui absolument catégorique. Oui. Oui. Oui, tous les mots sont différents, ils le sont. Hein. Je vais jeter le carnet, votre mission est de le rattraper. Ce n'est pas un oursin, ne l'évitez pas. Je vais le jeter gentiment, en forme de cloche. Il y a un post-it avec marqué vers le haut. Pour que quand vous voliez dans la main, vous mettiez le post-it vers le haut. D'accord? Une fois que vous aurez le carnet dans la main, je voudrais qu'avec votre pouce, vous souleviez un gros bloc de pages, mais que vous ne regardiez pas le mot, juste très légèrement, mais un gros bloc. Vous le laissez filer, vous arrêtez quand vous voulez, vous allez regarder un mot et refermer extrêmement rapidement le carnet. Est-ce que c'est clair? Alors, est-ce que le post-it vers le haut est vers le haut? Oui.
Soulevez un gros bloc de page, mais pas trop, voilà. Arrêtez-vous quand vous voulez. Vous avez un mot en tête? Fallait pas le dire. Vous avez un mot en tête. Je n'ai pas dit, dites-moi là, c'est pas grave. Alors, on va passer à quelqu'un d'autre. Jetez le carnet à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Et c'est bien, là, c'est venu du fond du cœur. Alors, attendez, pas en frisbee, c'est un carnet qui est un peu solide, donc faites gaffe. Allons-y. Mais sur une autre table, ça serait... Sur une autre table. Sur une autre table. Ok. Ok, alors, sur la table, rapprochez le carnet de vous. Rapprochez-le de vous, voilà. Mais voilà. Sous la table, très bien. Vous soulevez un gros... Est-ce que le post-it vers le haut et vers le haut? Oui. Soulevez le post-it. Le carnet, soulevez à une page. C'est bon? Vous avez un mot en tête? Ouais. Oh, on va passer à autre chose. Redonnez-moi le carnet. Vous avez trop bu. Non, c'est... En plus, vous êtes tombé 2 fois sur empathie, donc... Vas-y. Non, mais on va arrêter. Écoute, je suis fataliste, en fait. Vas-y. Bon, j'abandonne le carnet, voilà. Je vais faire autre chose. Hein. Vous savez, des fois, c'est le sort qui s'acharne. Empathie, c'est un mot que vous aimez bien, apparemment, donc, mais ça ne sera pas celui-là. Alors, bien, je vais en écrire un autre. Cette fois-ci, on va agrandir le champ des possibles. Très bien. Je voudrais qu'une personne se lève instinctivement. Je ne vais pas regarder. Quelqu'un se lève. Le public va me dire si quelqu'un s'est levé. Oui? Vous avez un mot en tête? Ne me dites pas empathie. C'est quoi le mot? Bah si. Attention. L'attention ou attention l'attention. Faire attention à? Avoir l'attention. Donc tu veux l'attention sur toi? Oui. Attention. Oui? Ou l'attention? Attention. Mais c'est avoir l'attention quand même. Avoir l'attention ou l'attention en tant que mot? L'attention. Bon, attention quoi. Un nombre à 2 chiffres. Prenez en tête un nombre à... Attendez. Je vous regarde tous. Un nombre à 2 chiffres. Voilà. Ok. Ok. Non, pas celui-là. Attendez. Non, pas celui-là non plus. Ok, une autre personne va se lever. Attendez. Ok. Ok. Nombre à 2 chiffres. Vous l'avez? Lequel? 82. 28, c'est 82 à l'envers. Non. 82. Vous voulez changer? Non. J'étais presque, hein. À un près. Allez. Je suis pas parfait. On a parlé d'émotions. Vous connaissez les 3 émotions de l'amour? Qu'est-ce qui fait qu'on tombe amoureux? Bonne question, hein? 3 émotions créent le sentiment de l'amour, la surprise, le dépassement des attentes, il y a plus que ce que j'attendais. L'intérêt, cette personne est en empathie, s'intéresse à moi, elle me considère. Et la 3e, cette personne me facilite la vie. Elle me rend les choses faciles. Le cerveau adore la facilité, adore la surprise et adore qu'on s'intéresse à lui ou à elle. Je voudrais qu'une personne pense, ou que vous pensiez tous, au nombre de fois où vous êtes tombé amoureux, et je voudrais qu'une personne qui est tombée amoureuse plus d'un nombre qui comporte 3 chiffres se lève. Quand on est enfant, on tombe amoureux très souvent. Hein, on va dire dans les centaines. Ah, vous êtes levé, madame, là-bas? Non, vous êtes là, DJ? Non, d'accord. Okay. Personne? Allez. Non? C'est vrai? Alors, qui a été le plus amoureux ici? Bon, allez, je vais refaire 2 chiffres, j'essaie de tomber juste. Mais j'en rentre, quelqu'un se lève. Hein. Dénoncez-vous, l'amour c'est beau. Laurent, je vous explique un peu. Oui.
Expliquez-moi. Vous savez, ici, c'est un milieu juif religieux. Oui. Et l'amour n'a pas sa place. Non, regardez, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que je crois qu'on est très pudique. Oui. Et des choses de l'intimité, de cet ordre-là, je crois qu'on... Alors, un nombre à un chiffre. Alors, le nombre à un chiffre... Voilà. Alors... Alors vous l'avez? Oui. Je peux même dire à 2 chiffres. Ah. Voilà. Oui. 0,1. 0,1. Ah, ça c'est une super réponse. Ah, mais c'est une très très belle réponse. En cohérence. Vous y croyez? Alors passons à des choses extrêmement sérieuses cette fois-ci. Si vous me permettez l'aparté. Je vous l'ai dit, nous ne sommes et nous ne devenons que la conséquence de nos choix. Et nos choix mis bout à bout écrivent notre destin. Oui? C'est vrai? J'ai un deuxième carnet sur lequel vous allez écrire des choses cette fois-ci. Qui est bon avec les chiffres? Vous? Oui? Alors, sur la première ligne, vous allez me faire un dessin, pardon, vous allez m'écrire un nombre à 5 chiffres. J'aurai votre attention encore 5 minutes. Vous allez m'écrire un nombre à 5 chiffres sur la première ligne qui va se finir par 0 entre 10 000 et 40 000. Entre 10 000 et 40 000 qui se finit par 0 sur la première ligne. Vous avez un carnet avec 3 lignes. C'est fait. Donnez le carnet sans le refermer à quelqu'un d'autre, à une autre table ou peut-être à la même table, mais vous pouvez vous le déplacer et donner une autre table. Je pense que c'est bien de donner une autre table, ou voilà, le monsieur qui est juste à côté. Vous allez m'écrire un nombre entre 60 000 et 90 000, mais qui va se finir par un 1. D'accord? Ensuite, ce carnet, vous allez le donner à une autre table. Et je voudrais que la personne qui recevra le carnet m'écrive un nombre entre 130 000 et 150 000 qui va se finir par un 4 à une autre table. Je vais avoir besoin de 6 personnes avec moi sur scène. Ne vous inquiétez pas, je ne vous poserai aucune question. Merci messieurs, on va prendre place. On va les applaudir pour qu'ils viennent avec moi. Vous allez avoir la liberté du choix. Vous avez la liberté du choix d'écrire des nombres. Qui a récupéré le carnet? Le carnet, où se trouve-t-il? Très bien. Vous avez écrit un nombre à 3 chiffres entre 130 000 et 150 000 qui se finit par un 4 sur la troisième ligne. C'est exact? Oui. Oui, pardon, à 6 chiffres, je suis désolé. Merci. Au moins vous suivez, moi je ne suis plus. Donc, vous allez refermer le carnet, fermer la couverture. Très bien. Enlevez l'élastique complètement du carnet. Car vous allez attacher le stylo au carnet. Alors, sur 6, j'en ai que 2. Hein. Bon, 4 personnes. 4 personnes. Vous avez attaché l'élastique. Voilà. Sur la longueur du carnet, ça sera peut-être plus simple. Vous l'avez enlevé du carnet? Oui. C'est bon. Mettez-le autour. Très bien. Et mettez le stylo sous l'élastique. Car je voudrais que vous lanciez cette fois-ci le carnet et que quelqu'un le rattrape au hasard. Très bien. Mais loin de vous. Là-bas, personne n'a participé là-bas. Voilà, c'est juste pour que l'attention se circule. L'attention circule. Là-bas, donc là-bas. Alors, doucement, hein, il est un peu... les bords sont assez ciselés, donc... Voilà. Vous allez sortir votre machine à calculer. Ce carnet, je ne l'ai jamais touché. Alors, vous êtes combien? Vous êtes 5. Il manque une personne. Ah, vous avez de magnifiques fleurs. J'ai envie de vous demander, non, vous n'avez pas le droit. D'accord. Allez, il me faut une 6e personne. Ça va être long, hein?
va être long ce soir. Ah, bah voilà. J'ai ici 7 enveloppes. L'une de ces enveloppes va me revenir, celle dans laquelle il y a 200 €. L'une de ces enveloppes contient une prédiction, et je voudrais que vous influiez avec vos choix sur l'ordre de ces enveloppes. Mettez-vous vraiment en ligne. Je voudrais que vous vérifiez que sur ces enveloppes, il y a un post-it qui est collé. Vérifiez que le post-it qui est devant est véritablement collé. Il ne s'enlève pas, il n'est pas aimanté. Il est vraiment collé sur l'enveloppe, n'est-ce pas? C'est exact? Vous êtes arrivé au total? Avez-vous vérifié 2 fois l'addition? Pardon? Ah. Donc sortez votre téléphone portable, ouvrez le carnet, voilà, et ensuite vous allez me faire l'addition des 3 nombres que vous voyez. Vous avez vérifié que ça ne s'enlève pas, hein? Oui, très bien, je vais le récupérer. Et je vais rapidement écrire des nombres de 1 à 7 sur les enveloppes. Vous allez penser à l'un de ces nombres de 1 à 7, et dans l'ordre, je vais distribuer les enveloppes par rapport à vos choix. Souvenez-vous, nous ne devenons que les conséquences de nos choix, et nos choix mis bout à bout écrivent notre destin. C'est de la philo, hein? C'est pas de la magie. Ok, 2, 3. Si c'est mal écrit, c'est normal. Hein. Vous reconnaissez ces chiffres. Vous avez un chiffre en tête déjà, messieurs? Oui? Vous l'avez en tête? Très bien. Vous avez donc un chiffre entre 1 et 7. Vous êtes le premier de la ligne. Lequel voulez-vous? C'est le premier choix. Vous avez le choix entre 1 et 7. Je le dis? Oui, vous le dites. 6. 6. Voulez-vous changer? Ouais. Vous pouvez changer. Je vais à chaque fois vous poser la question. À vous de résister ou non. Mais vous pouvez changer. Le 3. Pensez-vous que je vous ai influencé à faire ce choix? Oui. Voulez-vous revenir sur 6? Non. Non. Vous restez sur 3 donc? Je reste sur 3. Très bien. C'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot. Vous voulez pas 6 donc? Non. 3. Merci. Qui voulait le 3? Personne d'autre? Ah. Donc vous allez avoir le 6. Lequel? Non, lequel voulez-vous? Pas le 3. Pas le 3. Ça peut être le 6, hein? Je vous dis? Ouais. Le 5. Le 5. 3, 5, ce sont des choix, on va dire, les nombres impairs. Logique. Acceptez-vous la logique? J'essaye. Très bien. Vous avez fait l'addition, mais pour le moment, ne me dites rien. Hein. Le 5, c'est votre choix. Ouais. Vous voulez changer? Très bien. 3, 5, vous voulez le 7, donc? Le 4. Bon, 3, 4, 5, c'est pareil. Vous êtes très logique, en fait. Hein. 3, 4, 5, 3, 5, 7, 4 ou 7? 4. Vous voulez changer? Non. Aucun change possible. C'était le 7, c'est ça? Hein? Non, c'est le 4. OK? Donc, 3, 5, 4. Il me reste 1, 2, 3, 6, 7. 1, 2, 3, 6... Non, 1, 2, 4, 6, 7. Non, 1, 2, 6, 7. Merci. Il y en a 2. Merci. Moi, j'ai des gens qui m'aident. 1, 2, 6, 7. 1, 2, 6, 7. C'est à vous que je pose la question. Le 7. Le 7. Voulez-vous changer? Vous avez le résultat ou pas? 7? Vous voulez pas changer? Non. 7, c'est un nombre parfait presque. Hein. Attendez. Voilà, attendez, celui-là, il ne m'intéresse pas. Il n'est pas très bien écrit, mais c'est pas grave. 7. 1, 2, 6, 7. Donc c'était pris 1, 2, 6, 1, 2, 6. Il doit rester une enveloppe pour moi. 1, 2, 6. Si vous faites les mauvais choix, ça va être très compliqué pour moi de clôturer cette intervention. Pardon, je vais mettre juste derrière vous. Voilà, je vais mettre comme ça. Donc 1, 2, 6. 1, 2, 6. C'est pour vous, monsieur. 1, 2 ou 6. Ah, ça sera le 1. Ça sera le 1. Voulez-vous changer? Non. Vous avez encore le choix. C'est 1. Vous ne voulez pas changer? Très bien. Donc ça, c'est le 1. Et il me reste le 2 ou le 6. Celui... Et le 8? Non, il n'y a pas de... non, il n'y a que 7 enveloppes. J'avais pensé au 5, mais je prends le 6, puisque le 5 est pris. D'accord. Donc, entre 2 et 6, vous voulez le 6. Cette décision est capitale. Hein. Vous pouvez encore prendre le 2. Le 6, vous ne voulez pas changer. Vous me laissez donc le 2. Ça, c'est le 6. Vous laissez le 2. Vous avez fait le total? Ouais. Dans cette enveloppe, celle qui, je l'espère, me revient, vous allez juste regarder, laissez les post-it face au public, s'il vous plaît, laissez les post-it face au public. Voilà, très bien. Votre liberté de choix était totale. D'accord? Liberté du choix des nombres. Vous les avez additionnés.
Si vous regardez dans vos enveloppes, voyez-vous un nombre ou simplement des chiffres? Ne les sortez pas encore. Par contre, mettez votre index prêt à dégainer la feuille, mais pour le moment, ne sortez pas la feuille. Quel est le nombre que vous avez obtenu en additionnant les nombres des 3 personnes qui vous ont donné le carnet? Ouais, à haute voix. 260 125. Alors, j'avais demandé qu'il se finisse par 0, par 1 et 4, donc le 5 c'est normal. Mais par contre, le reste, beaucoup moins. 260 125. C'est bien le résultat que vous avez obtenu? 260 125. Alors, cela pourrait être le fruit du hasard, d'un heureux hasard, mais il n'y a pas vraiment de hasard, il n'y a que des coïncidences, il n'y a que des choix. Vous allez maintenant sortir avec votre pouce et votre index la feuille et la placer devant votre enveloppe. Le 2, 6, 0, 1, 2, 5. Deuxième coïncidence troublante, nous ne sommes et nous ne devenons que la conséquence de nos choix, et nos choix, mis bout à bout, écrivent notre destin. Faites un pas vers votre droite, restez au centre, faites un pas vers votre droite, votre gauche, voilà, c'est ici. Les nombres ont une signification, les nombres ne se choisissent pas au hasard, il s'agit du 26 janvier 2025, c'est la date d'aujourd'hui. Ce qui me fascine dans le monde dans lequel on vit, ce qui me fascine avec le mentalisme, c'est quand même de se dire que la réalité que l'on vit tous les jours est éminemment subjective, et pour la rendre un peu moins subjective, plus objective, bien sûr, il faut aller puiser au fond de nous, qui nous sommes, ce que nous devenons, observer ce que nous pensons, l'agencer pour peut-être penser différemment dans un monde tumultueux comme l'autre. Je pense que c'est essentiel. Mais surtout, le plus essentiel, c'est de retrouver, comme vous me l'avez dit, avant qu'on se voit, cette notion de liberté et de se sentir libre. L'émotion nous permet de nous sentir libres et surtout libres de choisir. Ce mot, vous me l'avez demandé, je vous l'ai amené. Retournez chacun votre carton, s'il vous plaît, le carton du 2, le carton... Dans l'autre sens. Oui, dans l'autre sens. Il ne pouvait pas en être autrement. Nous sommes libres d'interpréter notre réalité. Merci beaucoup. Excellente fin de soirée. Alors je vais être vraiment très très court, parce qu'on avait prévu de vous présenter toutes les activités de la Yeshiva, ce qu'on a continué, les journées d'études, les différents cours qu'on fait. Je vais être très très court pour qu'on avance et on va aller directement. S'il vous plaît. Tu peux avancer sur les slides, s'il te plaît, sur les différents dons qu'on va lancer. Donc comme vous savez, il y a les colloques, les Shabbats pleins, les différents cours qu'on fait la semaine. Le nouveau local, et le nouveau local, il s'est ouvert en septembre, c'est tout frais, ça fait bientôt 5 mois. Mais on a de plus en plus d'activités avec les différentes salles que vous voyez là. Donc la grande bibliothèque, etc. Est-ce que tu veux lancer la vidéo ? Alors passe la vidéo, on va passer directement. Chers amis, nous sommes ici dans les nouveaux locaux de la Yeshiva. Depuis début septembre, nous sommes dans ces locaux qui ont été transformés grâce à vous. D'une ruine, on en a fait un palais. Du matin au soir, du soir au matin, il y a de l'étude, il y a des jeunes qui viennent faire du coworking, il y a les offices Shabbat, plein d'études, plein de cours en simultané. Eh bien, donnons la possibilité, grâce au gala du 26 janvier, que la Yeshiva se développe et apporter l'étude de la Torah dans tous ses aspects à tous les publics juifs de la communauté. Alors les amis, on compte sur vous. Alors, wow, l'écho, attends, il y a l'écho, t'enlèves l'écho. Alors regardez, les amis, chaque année, il y a un pitch à la Yeshiva. Cette année, il y a 2 pitchs. Mais le pitch principal, c'est que la Yeshiva travaille avec les écoles juives. Je ne sais pas comment ça se fait, mais on est en symbiose avec plusieurs écoles juives. En particulier, l'école Beth Israël à Épinay-sur-Seine, avec l'école Beth Aaron dans le 19e arrondissement,
avec le lycée Yavne. Et je passe la parole à mon ami Rav Michael Shishportish, qui nous fait l'honneur d'étudier régulièrement à l'Yeshiva. Grand Sarcellois, et nous applaudissons pour tous les juifs de Sarcelles. Bonsoir à tous. Alors, Rav Ziek m'a demandé en fait de dire quelques mots pour dire qu'est-ce que je fais dans la nébuleuse de la Yeshiva. Je travaille dans une école, un groupe scolaire en région parisienne. J'y suis enseignant et en même temps responsable pédagogique. Et tous les matins, dimanche matin, j'ai la chance d'être avec le Rav Zizek, shiur du Maharal dimanche matin. Il me demandait, Rav Zizek, qu'est-ce que tu fais là finalement, puisque tu enseignes et tu t'occupes du Kodesh dans une école. Qu'est-ce que tu fais à ce shiur du Maharal dimanche matin? Alors, je vais essayer en moins de 5 minutes, maman, top chrono, de vous dire ce que j'y ressens et quel est l'intérêt pour moi en tant qu'enseignant et en tant que responsable pédagogique dans une structure scolaire dans les Limoud de Kodesh, d'avoir un pied à la yeshiva des étudiants. Je vais commencer par un sipour de la Gemara qui est très court. La Gemara dans Chagiga raconte la chose suivante. Elle dit qu'un jour, Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar, 2 élèves, vont rendre visite à leur maître, Rabbi Yoshua, qui est Zaken, dans sa souka, à Sukkot. Ils vont être Mekabel Pene Arav, ils vont lui rendre visite. Comme il est fatigué, qu'il est Zaken, il ne peut pas se déplacer au Beth Midrash, il est chez lui, sur la souka, tranquillement. Et donc, ces 2 élèves viennent lui rendre visite, Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar. Quand ils arrivent, Rabbi Yoshua, le maître, dit à ses élèves, Ma aya chidush ba Beth Midrash. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Beth Midrash? Qu'est-ce qu'on y a entendu? Écoutez bien la réponse des 2 élèves. Ils disent au maître, je te demande quel est le chidush, mais nous sommes tes élèves et nous venons boire ton eau. Bon. Alors il leur répond, oui, d'accord, mais moi je suis sûr qu'il n'y a pas un Beth Midrash sans chidush, ça n'existe pas. Silence. Ils ne répondent pas. Il insiste. Ok, très bien. Qui a parlé aujourd'hui? Qui était le Doresh de la semaine? Rabbi Eliezer. D'accord, très bien. Mais qu'est-ce qu'il a dit? De quoi il a parlé? De Vayakel. D'accord, très bien. Mais de quoi dans Vayakel? Ah, il a fait une dracha. Il a dit que quand on a rassemblé les Bnei Israël, hommes, femmes et enfants. Pourquoi les enfants? Parce que il fallait qu'ils insrarent les femmes qui les apportent. Et là, le maître répond, une telle pierre précieuse, vous vouliez m'en priver. Si on regarde ce dialogue-là, c'est un dialogue de sourds. En fait, si on regarde bien le texte de près, les élèves viennent voir leur maître. Le maître demande aux élèves, quel est le chidouche? Qu'est-ce qui se passe au Beth Midrash? Je suis haché, je suis zaken, je ne peux pas m'y déplacer. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et ils répondent, on est tes élèves, on vient écouter ta parole. Et il insiste. Et en fait, il y a un malentendu énorme, il y a une grande divergence ici. Dans la relation maître-élève entre Rabbi Yoshua et ses élèves, il y a un grand dilemme. Pourquoi? Rabbi Yoshua demande à ses élèves, qu'est-ce qui se passe au Beth Midrash? Venez, on va étudier ensemble. Et eux, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils veulent uniquement boire de manière religieuse, passive, les paroles du maître. Or, le maître ne veut pas de cette relation-là. Il ne veut pas des élèves qui sont en face de lui, en train de boire passivement, religieusement, sa conférence, ou boire ses paroles. Je crois qu'il y a ici un grand enseignement de Rabbi Yoshua. C'est quel est le type de relation on entretient avec le maître et l'élève quand on étudie. Il y a ici une opposition entre 2 conceptions des choses quand on a face à soi un texte. Il y a ce qu'on appelle un shiur, un cours, et au shiur, un shiur c'est une mesure. C'est un cours qui a un début, qui a une fin. Voilà. Vous y assistez, vous repartez, tout va bien. Eh bien, Rabbi Yoshua dit, moi, donner des cours, ça ne m'intéresse pas. Les élèves qui viennent écouter un cours, et c'est ce qu'ils venaient faire, les élèves, au départ. Ils disent, mais on est tes élèves, on n'a rien à t'apprendre, on vient boire tes paroles. Il dit, mais je ne veux pas d'élèves qui viennent boire mes paroles. Les élèves sages comme des images, qui sont là, devant le maître, ébahis, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne donne pas des cours. Je viens étudier. Et la grande différence, dit Rabbi Yoshua, qu'il y a, c'est entre le cours, le shiur et le limoud. Un limoud n'est pas un shiur. Un limoud, c'est un moment très différent. C'est un moment où on échange.
Un cours, c'est une mesure. Un limoud, c'est une démesure. C'est une aventure. Il se passe des choses qui ne peuvent pas se passer ailleurs. Encore ce matin, Rav Isaac disait après le Maharal, nous décryptons ensemble. Écoutez la phrase, on décrypte ensemble. Il y a une aventure dans le limoud. Il se passe quelque chose. Dans le triangle pédagogique du maître, l'élève et le savoir, ici, le savoir est au centre. Qu'est-ce qu'on va en faire? On sait où on démarre. Où est-ce qu'on va arriver? Je ne sais pas où est-ce qu'on va arriver. C'est ce qu'il voulait, Rabbi Yoshua. Pas des élèves sages comme des images. Alors, comment doit-on déscolariser le Kodesh à l'école? Est-il malade, ce Kodesh à l'école? Comment est-ce qu'on peut transformer le nouveau rapport au maître et à l'élève? Comment faire rentrer ça dans les écoles aujourd'hui? Comment arriver à puiser des forces pour que, dans nos écoles, le Kodesh soit plus des mathématiques? Parce qu'il y a cours de mathématiques, il n'y a pas limoud de mathématiques. Or, l'enjeu, c'était ça, c'est de transformer le cours de mathématiques en cours de mathématiques, mais le limoud reste pour le Kodesh. Et limoud, c'est une aventure, c'est une relation, c'est une émotion, c'est quelque chose qui se vit à trois, le maître, l'élève, le savoir et l'aventure. Je crois que c'est ce que je vis tous les matins, le dimanche matin. Et c'est pour moi un signalement et un signal d'alerte, mais aussi un signal et un phare de guidage pour se dire le pont entre l'école juive et le monde étudiant, il est fait ici. C'est comment arriver à transmettre non plus des shiurim, des cours, des conférences, mais des feux d'artifice, des limoudim. Un limoud, c'est un moment qui explose. Et je répète, c'est ce que Rabbi Yoshua a donné comme leçon à ses élèves. Et il leur pose des questions. Il s'est passé quoi? Et ils répondent pas. Rabbi Eliezer, Vayakel, mais je veux que tu me parles. Raconte-moi ce qui s'est passé là-bas. Mais non, on veut t'écouter, t'es le maître. On veut boire tes paroles. Mais c'est pas ça que je voulais. Eh bien, c'est bien un lieu où on n'est pas comme ça. On ne boit pas passivement le limoud. Et on est content. Et le maître avec sa aura, sa grandeur, son kavod. C'est pas ça qu'il s'agit. En toute autorité, en tout respect, il y a ici un partenariat. Ici, il y a un pied d'égalité. On échange quelque chose, on vit une aventure, on transpire. Et comme disait Rav Zek, et je le répète, c'est le mot de la fin, étudier, c'est décrypter ensemble. Et c'est ce que je souhaite à la yeshiva de continuer, mais j'y apprends et j'y prends des forces. Mais surtout, que les écoles s'imprègnent de ça, de transformer le Kodesh en un moment d'échange tel que le jour où le prof n'est pas là et qu'il y a permanence, les élèves ne soient pas en train de dire « youpi ». Moi, je vais être très très court. Rav Zek me donne la possibilité de dire un mot. Je vais juste, moi ça fait quelques années que je suis directeur d'école et à chaque fois que je fais venir le Rav Zizek, c'est un moment d'oxygène pour nos élèves. C'est difficile de trouver des personnes qui, on a l'impression, qui sont encore, découvrent le limoud à chaque fois et donnent cette passion du limoud. C'est, voilà, on a ce problème, comme avec le Rav Shish Portish, où c'est entre le cours de maths et le cours de français, le cours de Kodesh. Alors quand le Rav Zizek arrive, pour les enfants, c'est un bonheur. Maintenant, en plus, on les fait venir de temps en temps à la yeshiva des étudiants, avec cet incroyable endroit. Donc, ceux qui aident la yeshiva des étudiants aident nos propres élèves, aident les élèves des écoles juives. Donc, merci beaucoup à tous pour votre aide et merci infiniment à Rav Zizek. Merci de nous donner la possibilité de remercier, de donner le goût de la Torah à nos élèves. Merci. Rav Darmon n'est pas là, donc je prends sa parole. Moi, je suis que Julien Darmon, un élève de la yeshiva depuis maintenant, presque 25 ans en fait. Presque 25 ans et c'est comme ça, plus près, c'est mieux. Voilà. Et en réalité, ça fait un quart de siècle que je suis élève à la yeshiva des étudiants. Même en tant qu'étudiant, je suis toujours élève en réalité. Et je vois à la fois les mêmes visages depuis 25 ans et à la fois des nouvelles têtes. Et ça, c'est merveilleux. Et je voulais profiter de ce quart de siècle à la yeshiva pour livrer un petit peu le témoignage de mon parcours dans cette institution qui est unique en réalité. Comment je suis arrivé à la yeshiva des étudiants? Je travaillais à la librairie Kolbo, qui n'existe plus. Et mon collègue à la librairie Kolbo, Micho Klein, étudiait à la yeshiva des étudiants et commençait à donner un cours. Donc il m'a dit, bon, si ça t'intéresse, viens, on va faire un cours sur Rashi. Donc on a commencé comme ça. Et
les Klein sont devenus des amis, et Stéphanie est toujours une très grande amie. Ouais. Et à Colbo, j'ai aussi rencontré quelqu'un qui, je pense, voudra rester anonyme, mais qui est quelqu'un qui m'a délivré de grands enseignements. Et quand... Moi, j'étais pas dans le limoud... enfin, en tout cas, j'étais dans le limoud tout seul chez moi. Et un jour, je me suis dit, ce serait quand même bien de commencer un peu un vrai shiur de Gemara. Et cette personne-là, qui avait fait vraiment toutes les grandes yeshivot de New York et d'Angleterre et d'Israël, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a comme bon cours de Gemara à Paris? Il m'a dit, tu m'excuseras Gérard, mais il m'a dit, le cours de Raphaël Bloch, c'est le top du top. Et j'y suis allé. Il faisait Cheskat Abatim. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Je suis resté 4 ans. Non, je suis resté 5 ans. Mais pendant 4 ans, on a fait Cheskat Abatim, qui n'est pas si gros, il y a une trentaine de pages recto-verso. Pendant 4 ans, j'ai rien compris. Et quand je me suis marié, donc quand les enfants sont arrivés, je suis encore resté 1 an, 2 ans. Je suis resté, je pense, 6 ans à ce shiur, en croyant n'avoir rien compris. Et je me suis rendu compte par la suite que tout ce que je croyais qui m'était passé au-dessus de la tête, en réalité, ça avait été des clés pour tout mon limoud. Et à cette époque-là, quand je me suis marié, la même personne qui m'avait conseillé d'aller étudier avec Rav Bloch m'a dit, maintenant que tu te maries, le seul moyen que tu continues à étudier, c'est que tu donnes des shiurim. Parce que sinon, on est pris dans la vie, les enfants, les couches, le sac à langer, la poussette, les dents, les machins. On est tous passés par là-bas, au Hachem. Et il m'a dit, il faut que tu donnes un cours. Je vais en parler avec Rav Zizek. Il en a parlé avec Rav Zizek, qui a dit tout de suite oui, alors que moi, j'étais vraiment personne, quoi. Vraiment. Et j'ai dit à Rav Zizek, bon, moi j'aimerais bien enseigner, je sais pas, par exemple, Choulin, mais j'y connais rien, j'ai pas fait cette Gemara. Et il m'a dit, mais tu sais, moi quand j'ai commencé à donner des shiurim, moi j'y connaissais rien. Il m'a dit, lance-toi, et puis c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça que j'ai commencé, donc c'était en 2009, et ça fait donc maintenant bientôt 16 ans que j'enseigne à l'Yeshiva des étudiants, et j'ai pu enseigner des choses très diverses. Pendant 5 ans, on a fait Choulin. Pendant 1 an, on a fait Kiddushin. Pendant 1 an, on a fait Perek Hazav, théorie de la monnaie. Bon, là, tout le monde est parti. Plus on rentrait dans les complexités des Shitot, du Rif et du Rambam et du Baal HaMaor et de Ravaïgon et de Shotagonim, les gens partaient les uns après les autres. C'est pas grave, on a redémarré le moteur. On s'est dit, on a fait pendant 7 ans, on a fait de la Gemara un peu hard. On va faire un peu autre chose. On a fait 1 an Avodah Zara. On a fait 2 ans Perek Chelek. On a fait 2 ans Parashat Bereshit avec Rashi, Ramban et Ibn Ezra. Après, il y a des élèves qui m'ont dit, bon, tout le monde sait, c'est un secret pour personne, que tu t'y connais un petit peu en Kabbalah. Tu veux pas donner des shiurim en Kabbalah? J'ai dit, mais Rav Zizek, il va jamais être d'accord. J'en ai parlé avec Gérard, qui m'a dit, bon, allez, vas-y. À certaines conditions, mais on a fait 2 ans de vrai limoud, quoi. Pas de blabla, de vrai limoud sur Otzrot Chaim. Et quand on s'est bien cassé la tête dessus, on avait fait un 2e cycle de 7 ans sur de la Haggadah, du Chumash, de la Kabbalah. J'ai eu envie de revenir un petit peu sur des choses plus de limoud classique, mais en prenant comme toujours un peu par la marge.
Et j'ai lancé un shiur qu'on a commencé cette année sur les 13 méthodes d'interprétation de la Torah, les Yud Gimel Midot de Rabbi Ishmael. Et ça fait 5 mois qu'on est sur Kal Vachomer. Ça fait à peu près 40 heures qu'on étudie sur Kal Vachomer et qu'on fait plein de sougiotes dans la Gemara que d'habitude on survole parce qu'en réalité on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Et tout ça, c'est formidable. Tout ça pour vous dire, c'est pas pour vous dérouler le CV, pour vous dire qu'un programme comme ça, qui n'est que un des exemples de ce qui se fait à la yeshiva, ça ne se fait dans aucune autre yeshiva. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que c'est vrai et c'est incroyable le travail que le Rav fait depuis tant de décennies pour aller approcher des gens qui viennent de découvrir leur judaïsme, qui sont dans les écoles juives. Mais il y a aussi tout un autre public qu'on touche et qui n'est pas moins important. Ce sont des jeunes qui ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans d'yeshiva en Israël, en Angleterre, et qui reviennent avec un niveau de Gemara incroyable, mais qui ont compris que dans leur limoud et dans leur vie spirituelle, il leur manquait quelque chose. Et que ça, non seulement ils viennent le trouver à la yeshiva des étudiants, ce supplément d'âme par le limoud et par Kol HaTorah Kula, par tous les sujets. Excusez-moi, il y a une autre yeshiva dans le monde où il y a un shiur sur le Maharal depuis 20 ans, 30 ans. Non seulement ça, mais ils sont au courant que la yeshiva des étudiants, c'est ça. Et donc, moi, c'est ça que ça m'a apporté, la yeshiva des étudiants. Parce que j'ai enseigné aussi ailleurs, des sujets tout aussi exotiques. Mais ce n'est pas la même chose. Vous allez ailleurs, vous donnez un cours de... Voilà, j'ai fait à l'Institut Elie Wiesel un cycle sur Kabbale et philosophie. J'ai fait à l'Écuge quelque chose sur le Maharal, par exemple. C'était pas la même chose. C'est-à-dire que les gens venaient effectivement, comme l'a dit le Rav Shish Portish, ils venaient à un cours. Voire, ils venaient pour une activité culturelle. On vient parce que, voilà, le mercredi, il y a le bridge, et puis le jeudi, il y a le cours de Torah. À la yeshiva des étudiants, c'est pas comme ça. À la yeshiva des étudiants, les gens, ils viennent parce qu'ils veulent engager tout leur être dans un limoud qui est intégral et qui n'est pas limité à quelques prakim de Gemara, mais qui est prêt à aller chercher partout dans la Torah quelque chose qui va les nourrir. Qu'est-ce que ça veut dire, quelque chose qui va nourrir? Le Maharal de Prague, d'ailleurs, dans Chidushei Agadot, dans Perek Asfina, à propos... Dans Perek Asfina, c'est là-bas où on raconte toutes les histoires incroyables de Rabba Bar-Chana qui sont arrivés sur la mer, etc. Et il y a toutes les histoires du Léviathan, je raccourcis. Et il dit, en gros, quand on parle de manger la chair du Léviathan, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire manger. Manger, c'est aller chercher à l'extérieur quelque chose qui nous manque, qui n'est pas nous, pour grandir en perfection. Et c'est ça, la Torah, qui est Etz Chaim, qui va nous nourrir et qui va nous donner justement cet enrichissement. On ne vient pas à la yeshiva des étudiants pour trouver quelque chose qu'on connaît déjà ou pour être rassuré. On vient pour être bouleversé, on vient pour apprendre des choses qu'on ne peut pas apprendre ailleurs, et on vient aussi, il faut le dire, pour retrouver dans ce gars-là, année après année, des amis de 25 ans. Je vous remercie. Je passe la parole à Luna Gez, qui est à l'origine un mot, qui va nous dire un mot sur le partenariat de la yeshiva avec l'Union des étudiants juifs de France. Bonsoir à tous. Donc du coup là, je vais juste dire un petit mot sur ce qu'on fait tous les mardis soirs avec la yeshiva des étudiants. À l'UEJF, ça nous tenait vraiment à cœur de mettre en place des cours de Torah assez réguliers.
C'est vraiment un moyen pour les étudiants de revenir toujours le même jour, à la même horaire, faire des cours de Torah, vraiment mettre un petit peu de Gdoucha en fait, dans notre semaine. Et voilà, on est hyper reconnaissant de ça. Et voilà, si vous avez envie d'y participer, que vous êtes étudiant et que vous voulez faire un cours chaque semaine, vous pouvez bien sûr venir. C'est des cours qui sont ouverts à tous, qui sont mixtes, qui sont pour tout niveau. Et voilà. Razak, merci beaucoup. On peut l'applaudir. אשרינו מה טוב חלקנו מה נעים גורלנו אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו היי 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 ליי תירה מה ליי תירה לה 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 היי לה 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 יא לה 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 תסוף יחשו על תים מייס מייס השם אחת שואלתי מייס השם אוי סוע ובקש יחד שואלתי מייס השם אחת שואלתי מייס השם אוי סוע ובקש שבתי מייס השם כל ימי חיי לעשות בנויה בנויה השם ולבקר בחלום שבטים בעז השם כל ימי חיי לעשות בנויה בנויה השם ולבקר בחלום שבטים בעז השם כל ימי חיי לעשות בנויה בנויה השם ולבקר בחלום שבטים בעז השם כל ימי חיי לחזוז בנויה בנויה בשם ולבקר בחלום היי 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 ואהבתי תורתך כי כל משיחתי ואהבתי תורתך כל היום היום משיחתי ואהבתי שא נושאך אוי היום משיחתי ואהבתי שא נושאך כל היום משיחתי היי 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 ואהבתי שא נושאך כל היום משיחתי היי 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 ואהבתי שא נושאך כל היום משיחתי תהר ליבנו ליום יכבד ותהר ליבנו ליום יכבד אוי ותהר ליבנו ליום יכבד ותהר ליבנו ליום יכבד ותהר ליבנו ליום יכבד ותהר ליבנו ליום יכבד Hoy de Sagino Kame, mi Kame, di Carolaise, oh mi Kame, di Carolaise, we colito veido, de Sagino, hoy Sagino Kame, oh mi Kame, di Carolaise, oh mi Kame, di Carolaise, we colito veido.
צאו שירים ראשיכם, נשאו פתחי עולם בים, ומלך הכבוד, הכבוד סלע. איי איי לה 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 איי 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 לה 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 איי איי לה 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 הכבוד סלע. היי! שמכם, 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 בבניין שלם. שמכם, 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 בבניין שלם. ושמכם, שמכם, 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 בבניין שלם. שמכם, 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 בבניין שלם. אוי אוי אוי, שמכם, שמכם, אוי שמכם, שמכם, בבניין שלם. שמכם, שמכם, בבניין שלם. שמכם, שמכם, אוי שמכם, שמכם, בבניין שלם. שמכם, שמכם